La journée s'ouvre sur une atmosphère lourde, presque poisseuse, comme si le Mistral lui-même retenait son souffle. Patrick Nebou n'a pas dormi. Le téléphone, posé à côté de lui, semble irradier une présence invisible, oppressante. Le message reçu quelques heures plus tôt tourne en boucle dans son esprit, revenant comme une menace silencieuse qu'il n'arrive pas à chasser. Un simple SMS, signé d'un nom irréel, presque ironique, Morpheus. Et pourtant, derrière ce pseudonyme, Patrick a immédiatement senti quelque chose de sérieux, de dangereux. Les mots étaient précis, calculés, trop bien choisis pour être l'œuvre d'un plaisantin. Noémie n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle va détruire ta famille. Ces phrases continuent de résonner alors qu'il se lève, traverse l'appartement encore plongé dans le silence. Raphaël et Aurore dorment, inconscients de la tempête qui s'annonce. Patrick s'arrête un instant devant leur porte, les observe, le cœur serré. C'est précisément ce qui le met le plus en alerte, la menace vise sa famille. Pas lui, pas son travail, ses enfants, et cela change tout. Au commissariat, Patrick affiche un visage fermé, professionnel, mais ceux qui le connaissent bien perçoivent immédiatement la tension sous-jacente. Il est plus silencieux que d'habitude, plus brusque dans ses réponses. Lorsqu'il s'isole enfin dans son bureau, il relit encore le message, cherchant un indice, une faille, quelque chose qui pourrait révéler l'identité de celui ou celle qui se cache derrière Morpheus. Rien, seulement cette certitude dérangeante, quelqu'un sait exactement où frapper. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Noémie est assise sur son lit, le regard fixe, les mains crispées sur ses genoux. L'agression qu'elle a subie ne cesse de se rejouer dans sa tête. La violence, la peur, puis se vide soudain lorsqu'elle a compris que son sac avait disparu. Pas seulement un sac, toute sa vie, son ordinateur, son travail, des mois de recherche, de notes, de réflexions personnelles accumulées dans le cadre de son mémoire de psychocriminologie. Elle a l'impression qu'on lui a arraché une partie d'elle-même. Vadim tente de la raisonner. Il parle doucement, essaie de la convaincre qu'elle doit se reposer, que la police s'occupe de tout. Mais Noémie ne l'écoute qu'à moitié. Son esprit est ailleurs, focalisé sur une seule question obsédante. Pourquoi son ordinateur? Pourquoi l'argent est-il resté dans les portefeuilles? Ce détail la hante. Ce n'était pas un simple vol. C'était ciblé. Alors qu'elle se lève brusquement, un vertige la saisit. La pièce se met à tourner. Elle porte la main à sa tête et sent aussitôt quelque chose de chaud glisser le long de sa tempe. La blessure s'est rouverte. Le sang, encore. Vadim pâlit en la voyant et n'hésite pas une seconde. Il faut l'emmener au cabinet. Noémie proteste, mais sa voix manque de conviction. Elle est épuisée, physiquement et mentalement. Au cabinet médical, l'atmosphère est feutrée, mais la tension reste palpable. Noémie se sent vulnérable, exposée. Elle déteste cette sensation de perdre le contrôle, surtout elle, qui a toujours analysé les mécanismes de la violence chez les autres, sans jamais imaginer devenir elle-même une victime. Pendant qu'on s'occupe de sa plaie, son regard se perd dans le vide. Une idée la traverse, furtive mais glaçante, et si quelqu'un cherchait à la faire taire? De son côté, Vadim décide d'aller voir Patrick. Il a besoin de réponses, de savoir si l'enquête avance, si l'agresseur a été identifié. Face à lui, Patrick reste volontairement vague. Il promet de prendre l'affaire très au sérieux, insiste sur le fait que tout est mis en œuvre pour retrouver le responsable. Mais au fond de lui, Patrick est déjà ailleurs. Le message de Morpheus pèse trop lourd pour qu'il puisse se contenter de paroles rassurantes. Lorsqu'il raccroche, Patrick prend une décision qui ne plaira pas à tout le monde. Il appelle directement le préfet. La demande est claire, obtenir au plus vite les images de vidéosurveillance autour du lieu de l'agression de Noémie. Ce coup de fil est un passe-droit assumé, et Patrick le sait. Mais il est prêt à en assumer les conséquences. Trop de choses sont en jeu. La réaction ne se fait pas attendre. Morgane, lorsqu'elle apprend que ce dossier devient prioritaire, ne cache pas son agacement. Pour elle, il ne fait aucun doute que cette accélération est liée à Vadim, et donc à une proximité personnelle. Elle trouve la situation injuste, presque insultante pour les autres victimes dont les affaires stagnent. Son regard envers Patrick se durcit, même si elle se garde bien de l'affronter frontalement. Sur le terrain, Morgane et Idriss avancent ensemble. Ils fouillent, interrogent, recoupent. Les indices sont maigres, mais un élément finit par ressortir. Le sac de Noémie et de Vadim a été retrouvé dans une bouche d'égout. Les portefeuilles sont intacts. L'argent n'a pas été touché. En revanche, l'ordinateur et l'enregistreur de Noémie ont bel et bien disparu. Ce constat renforce une évidence inquiétante. Quelqu'un voulait précisément ces données. Pendant que l'enquête progresse lentement, d'autres tensions émergent au Mistral. Chez Bauer, l'ambiance est électrique.
Jean-Paul voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Martin à Marseille, et encore plus son rapprochement avec Lucie. Lorsqu'il voit le jeune garçon débarquer pour emmener sa fille au collège, il peine à masquer son irritation. Pour lui, Martin est un môme à problème, un élément perturbateur. Et l'idée que Lucie grandisse, s'émancipe, l'angoisse plus qu'il ne veut l'admettre. Léa tente de le calmer, de lui faire comprendre que Lucie n'est plus une enfant, qu'il doit accepter qu'elle vive sa vie. Mais Jean-Paul avoue, presque malgré lui, qu'il n'est pas prêt. Cette peur sourde de perdre le contrôle, de ne plus pouvoir protéger sa fille, le ronge. Ailleurs, une angoisse d'un autre genre se joue. Ariane est prise d'une contraction violente. La douleur la plie en deux. Zoé, paniquée, ne réfléchit pas une seconde et appelle immédiatement les secours. Sa voix tremble, la peur la submerge. Elle craint pour sa mère, pour ce bébé qui doit arriver. Le temps semble suspendu jusqu'à l'arrivée des secours, tandis qu'Ariane tente de respirer, de rester calme malgré la douleur. En contraste avec cette scène tendue, Jawad sort d'une échographie rassurée. Le 5e mois s'est bien passé, le bébé va bien. Pourtant, même dans ce moment de joie, une légère inquiétude subsiste. Jawad plaisante à moitié sur le choix d'un prénom mixte, puisque lui et Aya ne veulent pas connaître le sexe de l'enfant. Aya propose des idées originales, Astraya, Phileas. Jawad grimace, peu convaincu. Derrière l'humour, il y a cette conscience nouvelle des responsabilités à venir. La journée touche à sa fin lorsque Patrick rentre chez lui. Noémie garde Raphaël et Aurore. La scène est presque paisible en apparence, mais une tension sourde flotte dans l'air. Patrick annonce à Noémie que son sac a été retrouvé. Elle ressent d'abord un soulagement, vite remplacé par une immense déception lorsqu'il précise que l'ordinateur a disparu. Son visage se ferme. Elle explique, la voix brisée, qu'elle n'a fait aucune sauvegarde. Tout son mémoire était là-dedans. Patrick l'écoute attentivement, observe sa détresse. Il lui demande alors si elle travaille sur un sujet sensible. Noémie hésite, puis admet que son travail touche à la psychocriminologie. Elle minimise, mais Patrick sent que ce détail est capital. Trop de coïncidences commencent à s'accumuler. Le soir venu, Patrick confie à Babette que Noémie lui a fait de la peine. Il la trouve fragile, perdue, et il se sent responsable, sans trop savoir pourquoi. C'est à ce moment précis que son téléphone vibre à nouveau. Un nouveau message. Toujours Morpheus. Cette fois, il y a une pièce jointe. Et une phrase qui glace le sang. Noémie Biomètre n'est pas celle que vous croyez. Elle va détruire votre famille. Patrick fixe l'écran, immobile. Il comprend alors que ce qu'il pensait être une simple alerte est en réalité le début d'un engrenage bien plus sombre. Et que le danger ne fait que commencer. Le document joint s'ouvre lentement sur l'écran du téléphone de Patrick, comme si chaque seconde supplémentaire accentuait le poids de ce qu'il s'apprête à découvrir. Il inspire profondément, puis fait défiler les premières lignes. Des phrases sèches, factuelles, presque cliniques. Un mélange de données administratives, de dates, de références universitaires, et pourtant, quelque chose cloche. Patrick sent immédiatement que ce n'est pas un simple montage maladroit. Trop précis, trop cohérent. Il pose le téléphone sur la table, passe une main sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il hésite. Pas sur une procédure, pas sur une décision professionnelle, mais sur ce qu'il doit faire en tant qu'homme, en tant que père. Faut-il confronter Noémie immédiatement, ou prendre le temps de vérifier chaque information, au risque de laisser planer un danger invisible au-dessus de sa famille? Dans la chambre d'amis, Noémie est allongée, les yeux ouverts, fixant le plafond. Le silence est trompeur. Dans sa tête, tout hurle. La perte de son ordinateur a créé un vide vertigineux, comme si on avait effacé une partie de son identité. Elle repasse mentalement chaque chapitre de son mémoire, chaque analyse, chaque entretien mené dans le cadre de ses recherches. Certains sujets étaient sensibles, oui. Certains profils étudiés aussi. Elle le savait, mais jamais elle n'avait imaginé que cela puisse dépasser le cadre académique. Lorsque Patrick entre dans la pièce, elle se redresse légèrement. Il remarque aussitôt sa pâleur, la fatigue qui marque ses traits. Il s'assied à côté d'elle, prend quelques secondes avant de parler. Il choisit ses mots avec soin, comme on marche sur un terrain miné. Il lui parle du sac retrouvé, des images de vidéosurveillance en cours d'analyse. Il évite soigneusement de mentionner Morpheus. Pas encore, pas maintenant. Noémie l'écoute, mais elle sent une retenue, une tension inhabituelle chez lui. Elle le connaît assez pour comprendre qu'il ne dit pas tout. Et cette omission la trouble plus encore que la violence qu'elle a subie. Elle finit par lui demander, presque dans un souffle, s'il pense que son travail puisse être à l'origine de tout ça. Patrick soutient son regard. Un instant, trop long pour être anodin. Il répond prudemment que c'est une piste parmi d'autres.
Mais ce silence entre les phrases en dit long. Au commissariat, Morgane rumine. Elle et Idriss visionnent les images de vidéosurveillance obtenues grâce à l'intervention directe du préfet. Les angles sont imparfaits, les visages flous. Un homme apparaît brièvement, capuche sur la tête, silhouette banale, presque quelconque. Impossible de l'identifier formellement. Morgane serre les dents. Tant d'efforts pour si peu. Elle ne peut s'empêcher de penser que ce dossier monopolise trop de ressources, au détriment d'autres affaires tout aussi urgentes. Idriss tente de relativiser. Il lui rappelle que la victime a été blessée, que le vol est ciblé, que l'ensemble est suffisamment inquiétant pour justifier une priorité. Morgane acquiesce, mais son malaise persiste. Elle a le sentiment diffus que quelque chose lui échappe, que l'affaire Noémie dépasse largement le cadre habituel d'une agression suivie d'un vol. Pendant ce temps, Jean-Paul rumine lui aussi, mais pour d'autres raisons. La présence de Martin à Marseille le crispe. Il observe Lucie, son téléphone toujours à la main, sourire discret lorsqu'elle reçoit un message. Jean-Paul fait semblant de ne rien voir, mais intérieurement, il bouillonne. Il se confie à Léa, laissant échapper sa peur de voir sa fille s'éloigner, faire des choix qu'il ne pourra plus contrôler. Léa l'écoute avec patience, mais lui rappelle doucement qu'on ne protège pas un enfant en l'empêchant de vivre. Chez Ariane, l'ambiance est lourde. Après la panique, l'attente. Les contractions se sont calmées, mais la peur reste. Zoé, encore secouée, ne quitte pas sa mère des yeux. Ariane tente de la rassurer, minimise, sourit. Mais au fond d'elle, l'angoisse s'est installée. Elle sait que rien n'est jamais acquis, que la fragilité peut surgir à tout moment. En fin de journée, Patrick retourne au commissariat. Il s'enferme dans son bureau, rouvre le document envoyé par Morpheus, cette fois sur son ordinateur professionnel. Il commence à vérifier certains éléments. Une date correspond, puis une autre. Un détail administratif qu'il connaît trop bien pour être inventé. Son cœur se serre. Si ce document est authentique, alors celui qu'il a envoyé dispose d'informations sensibles, confidentielles. Et surtout, il connaît Noémie bien mieux qu'elle ne le pense elle-même. Il relève la tête, regarde autour de lui. Le commissariat est calme, presque trop. Il se surprend à imaginer le pire. Et si Morpheus ne se contentait pas de menaces? Et si le but n'était pas seulement de l'alerter, mais de le pousser à agir d'une certaine manière? Patrick sent qu'il est manipulé, guidé, entraîné dans une partie dont il ne connaît pas encore les règles. Le soir, à la maison, l'atmosphère est étrange. Les enfants jouent, rient, inconscients. Noémie tente de se montrer normale, mais ses gestes sont mécaniques. Patrick observe chaque détail, chaque réaction. Il déteste cette sensation de méfiance qui s'immisce malgré lui. Il se sent coupable de douter, mais incapable de faire autrement. Lorsque la nuit tombe, Patrick ne trouve pas le sommeil. Il repense aux mots de Morpheus, à cette phrase obsédante, « Elle va détruire ta famille ». Est-ce une prédiction, une menace, ou une mise en garde sincère? Une chose est sûre, quelqu'un joue avec ses peurs les plus profondes. Et ce quelqu'un ne s'arrêtera pas là. Dans l'ombre, Morpheus observe. Il sait que le message a été reçu, compris, digéré. La panique commence à s'installer. Et ce n'est que la deuxième étape. La nuit a laissé des traces. Au petit matin, Patrick se lève avec cette sensation désagréable d'avoir dormi sans vraiment se reposer. Les mots de Morpheus sont toujours là, accrochés à son esprit comme une écharde impossible à retirer. Il observe la cuisine encore silencieuse, le désordre familier, les tasses laissées de la veille. Tout est à sa place, et pourtant, il a l'impression que quelque chose s'est déjà fissuré. Noémie arrive quelques minutes plus tard. Elle marche lentement, comme si chaque pas lui demandait un effort. Son regard est cerné, ses traits tirés. Patrick remarque immédiatement qu'elle a mal dormi elle aussi. Il se demande si elle a, de son côté, senti cette menace diffuse, cette sensation d'être observée, analysée, disséquée. Ils échangent quelques mots banals, presque mécaniques. Aucun n'ose aborder ce qui les obsède réellement. Au commissariat, la pression s'intensifie. Patrick convoque Morgane et Idriss pour un point précis sur l'enquête. Il veut comprendre exactement ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, et surtout ce qui manque encore. Morgane expose les faits avec rigueur, mais sans cacher son scepticisme. Toujours aucun suspect identifié, aucune piste solide. Le voleur savait ce qu'il faisait. Il n'a laissé que le strict minimum, suffisamment pour semer le doute, pas assez pour être retrouvé. Patrick insiste sur le contenu volé. Il veut tout savoir sur le mémoire de Noémie. Les thématiques abordées, les profils étudiés, les éventuelles personnes qui auraient pu se sentir menacées. Morgane fronce légèrement les sourcils. Elle comprend alors que l'affaire prend une tournure plus personnelle, plus trouble. Ce n'est plus seulement une enquête classique, c'est un puzzle psychologique. Pendant ce temps, Noémie tente de reprendre pied.
Elle s'installe dans un café du Mistral, carnet à la main, essayant de reconstruire mentalement ce qu'elle a perdu. Chaque page qu'elle griffonne est une victoire dérisoire contre le sentiment d'anéantissement. Elle repense à certains cas étudiés, à des individus obsédés par le contrôle, par l'idée de toute puissance. Elle a souvent écrit que le criminel aime se sentir invisible tout en étant omniprésent. Une pensée lui traverse l'esprit, glaciale. Morpheus correspond exactement à ce profil. Vadim la rejoint, inquiet. Il la trouve plus silencieuse que d'habitude. Elle finit par lui confier son intuition, ce malaise profond qui ne la quitte plus. Vadim tente de la rassurer, mais il sent lui aussi que quelque chose dépasse leur compréhension. Il lui promet de rester vigilant, de ne pas la laisser seule. Pourtant, cette promesse sonne creux face à l'ampleur de la menace. Dans l'après-midi, Patrick reçoit un nouvel élément troublant. Le document envoyé par Morpheus contient une référence à une ancienne affaire classée, un détail que seuls quelques policiers et chercheurs spécialisés pourraient connaître. Patrick sent un frisson lui parcourir l'échine. Celui qui se cache derrière Morpheus connaît les rouages de la police. Il connaît ses failles, et surtout, il anticipe ses réactions. Cette révélation le pousse à prendre une décision difficile. Il commence à surveiller Noémie, discrètement. Pas par défiance, mais par peur. Peur qu'elle soit en danger. Peur aussi que Morpheus ait raison sur un point qu'il n'ose pas encore formuler. Cette ambiguïté le ronge. Il se déteste de douter, mais il se détesterait encore plus de fermer les yeux. À la maison, Jean-Paul continue de ruminer. Une remarque de Lucie, anodine en apparence, suffit à raviver sa colère. Il s'emporte, puis se rend compte qu'il dépasse les bornes. Léa le confronte. Elle lui dit que sa peur de Martin masque une peur plus profonde, celle de ne plus être indispensable. Jean-Paul ne répond pas. Il sait qu'elle touche juste. Chez Ariane, le calme est revenu, mais il est fragile. Zoé observe sa mère avec une attention presque excessive. Chaque grimace, chaque soupir l'inquiète. Ariane tente de reprendre une vie normale, mais elle sent que son corps lui envoie des signaux qu'elle ne peut ignorer. La maternité, qu'elle avait idéalisée, se transforme peu à peu en source d'angoisse permanente. Le soir venu, Patrick est seul dans son bureau. Il relit encore une fois le message de Morpheus. Cette fois, il ne se contente plus de subir. Il commence à analyser le style, le choix des mots, la construction des phrases. Il reconnaît une intelligence froide, méthodique. Quelqu'un qui observe, qui attend, qui manipule. Et surtout, quelqu'un qui prend plaisir à instaurer la peur avant même de passer à l'acte. Patrick comprend alors une chose essentielle. Morpheus ne veut pas agir dans l'ombre éternellement. Il veut être vu, être reconnu. Et surtout, il veut que Patrick fasse un choix. La question n'est plus de savoir si le danger est réel. Il l'est. La vraie question est désormais, jusqu'où Morpheus est-il prêt à aller pour prouver qu'il a raison? Au fil des heures, Patrick a l'étrange sensation que tout ce qu'il touche se fragilise. Chaque décision, même la plus anodine, lui semble désormais chargée de conséquences possibles. Il avance avec prudence, presque à contre-cœur, conscient que Morpheus observe chacun de ses pas. Cette certitude, oppressante, transforme son quotidien en un champ de mine invisible. Au commissariat, l'atmosphère change subtilement. Morgan remarque que Patrick est plus présent que jamais, mais aussi plus méfiant. Il pose des questions qu'il n'aurait jamais posées auparavant, recoupe des informations déjà connues, insiste sur des détails qui, jusque-là, semblaient secondaires. Morgan commence à comprendre que l'affaire Noémie n'est plus simplement une enquête prioritaire, mais une obsession personnelle pour son supérieur. Lors d'un nouveau visionnage des images de vidéosurveillance, Idriss relève un élément presque imperceptible. Une voiture stationnée à plusieurs reprises dans le même secteur, à des horaires similaires, les jours précédant l'agression. Rien de formel, rien de suffisamment solide pour lancer une interpellation, mais assez pour nourrir un soupçon. Patrick saisit immédiatement l'importance de ce détail. Morpheus n'agit pas dans la précipitation. Il prépare, il observe, il répète. Pendant ce temps, Noémie tente de retrouver une forme de normalité. Elle accompagne Raphaël et Aurore pour une sortie en fin de journée. Les rires des enfants lui apportent un répit, une illusion de sécurité. Pourtant, elle sursaute au moindre bruit, au moindre regard appuyé. Elle se sent suivie, même lorsqu'elle est seule. Cette hypervigilance, qu'elle a tant étudiée chez les victimes, est désormais la sienne. Vadim la rejoint plus tard. Il lui parle de la possibilité de suspendre temporairement son mémoire, de prendre du recul. Noémie réagit vivement. Abandonner serait donner raison à celui qui l'a attaquée. Elle refuse de se définir comme une victime passive. Mais derrière cette détermination, Patrick perçoit une fragilité inquiétante. Elle avance sur un fil, entre courage et déni. Dans un moment de calme trompeur,
Patrick décide enfin d'aborder frontalement le sujet avec Noémie. Il lui parle du message, sans entrer dans tous les détails. Il évoque un avertissement, une menace vague. Le visage de Noémie se fige. Elle comprend immédiatement que quelque chose lui a été caché. Elle exige de savoir. Patrick hésite, puis lâche l'essentiel. Quelqu'un affirme qu'elle représente un danger. Le silence qui suit est lourd, presque insoutenable. Noémie encaisse, d'abord sans réaction. Puis la colère monte, mêlée à une profonde incompréhension. Comment peut-on la présenter ainsi? Elle, qui n'a jamais cherché qu'à comprendre, à analyser pour prévenir, pas pour nuire. Elle se sent trahie, jugée, même si Patrick tente de la rassurer. Le doute s'est immiscé, et il ne disparaîtra pas facilement. Cette discussion marque un tournant. La relation entre Patrick et Noémie change subtilement. Une distance s'installe, invisible mais réelle. Patrick devient plus protecteur, presque étouffant. Noémie, elle, se replie, blessée dans sa confiance. À quelques rues de là, Jean-Paul explose. Une nouvelle confrontation avec Martin, anodine en apparence, dégénère. Jean-Paul laisse échapper des mots qu'il regrette aussitôt. Lucie, témoin de la scène, se referme. Léa tente de réparer, mais le mal est fait. Jean-Paul réalise qu'il est en train de reproduire ce qu'il redoute le plus, perdre sa fille à force de vouloir la retenir. Chez Ariane, la fatigue s'accumule. Les contractions sporadiques l'épuisent moralement. Elle cache son inquiétude pour ne pas alarmer Zoé, mais son corps lui rappelle sans cesse sa vulnérabilité. Elle commence à comprendre que cette grossesse va la forcer à lâcher prise, qu'elle le veuille ou non. La nuit tombe sur Marseille, et avec elle, un nouveau message. Patrick reconnaît immédiatement le numéro inconnu. Morpheus. Cette fois, le ton est différent. Plus direct, plus pressant. Le message est court, glaçant. Tu as commencé à douter. C'est bien, la prochaine étape te fera choisir. Patrick serre le téléphone dans sa main. Il sait que le jeu s'accélère. Que Morpheus ne se contentera plus d'allusions. Il veut provoquer une rupture, forcer un acte, créer un point de non-retour. Patrick regarde Noémie, occupée à ranger machinalement quelques affaires. Il se demande si le danger est déjà là, sous son toit, ou s'il approche à grands pas. Une chose est certaine, Morpheus a désormais pris le contrôle du rythme. Et personne n'est prêt à ce qui va suivre. La phrase de Morpheus continue de tourner dans la tête de Patrick comme une sentence suspendue. La prochaine étape te fera choisir. Choisir quoi? Entre qui et qui? Il comprend surtout une chose, le maître du jeu ne se cache plus. Il impose son tempo, oblige Patrick à avancer sans visibilité, comme s'il marchait dans un couloir dont les murs se resserrent à chaque pas. Au commissariat, Patrick redouble de vigilance. Il demande un point discret sur les communications anonymes reçues ces derniers jours, tente de repérer un schéma, une répétition. Rien de concluant. Morpheus est méthodique, trop intelligent pour se laisser piéger par une erreur grossière. Cette maîtrise agace Patrick autant qu'elle l'inquiète. Il sent qu'il n'a pas affaire à un simple déséquilibré, mais à quelqu'un qui connaît parfaitement les mécanismes de la peur. Morgane, de son côté, commence à ressentir le malaise ambiant. Elle observe Patrick, note ses silences, ses absences mentales. Elle se demande jusqu'où il est prêt à aller pour protéger Noémie, et surtout ce qu'il est prêt à sacrifier. Même si elle garde ses distances, une inquiétude sincère s'installe. Elle presse que cette affaire pourrait déborder du cadre professionnel et faire des dégâts collatéraux. Noémie, elle, vit désormais dans une tension permanente. Elle se sent jugée sans être accusée, surveillée sans être protégée comme elle l'entendrait. Elle a surpris certains regards, certaines hésitations. Elle comprend que le doute s'est insinué, même là où elle pensait être en sécurité. Cette prise de conscience la blesse profondément. Elle se replie, parle moins, observe plus. Un détail finit par la hanter, ce que Morpheus sait d'elle. Certaines informations contenues dans le document que Patrick a évoqué ne sont accessibles qu'à un cercle très restreint. Quelqu'un l'a étudié. Pas seulement comme une cible, mais comme un sujet d'analyse. Cette inversion des rôles la trouble. Elle qui disséquait les mécanismes criminels se retrouve prise au piège de l'un d'eux. Dans l'après-midi, une nouvelle alerte tombe. Rien de spectaculaire, juste une absence prolongée de Noémie à un rendez-vous prévu. Patrick tente de la joindre. Pas de réponse immédiate. L'angoisse monte brutalement. Chaque minute qui passe devient une menace silencieuse. Lorsqu'elle finit par rappeler, la voix fatiguée mais intacte, Patrick laisse échapper un soupir qu'il ne contrôle plus. Il se rend compte à quel point il est déjà allé trop loin dans la peur. La conversation est tendue. Noémie lui reproche son inquiétude excessive, ce ton de surveillance qui l'étouffe. Patrick tente de se justifier, mais ses mots sonnent faux. Il comprend qu'en voulant la protéger, il est en train de la perdre. Et c'est exactement ce que Morpheus cherche.
À la maison, l'équilibre familial vacille aussi. Raphaël pose des questions innocentes, perçoit la nervosité de son père. Aurore devient plus silencieuse. Patrick réalise que le poison de la peur s'infiltre partout, même là où Morpheus n'a pas besoin d'intervenir. La menace agit par ricochet. Chez Jean-Paul, la situation avec Lucie s'envenime. Elle lui reproche son attitude, son mépris envers Martin, son refus d'écouter. Jean-Paul tente de se défendre, mais les mots dépassent sa pensée. Une fracture se crée, discrète mais profonde. Léa assiste à la scène, impuissante, consciente que certaines blessures mettront du temps à cicatriser. Ariane, quant à elle, ressent une fatigue écrasante. Une nouvelle contraction, moins violente mais plus inquiétante, la force à s'arrêter net. Elle comprend que son corps lui impose des limites. Zoé, encore une fois, panique, tente de cacher sa peur. Cette grossesse, qui devait être une promesse, devient un rappel constant de la fragilité de tout. En fin de journée, Patrick reçoit un dernier message. Pas de menace explicite, pas de document, juste quelques mots, chaque silence est déjà un choix. Patrick ferme les yeux. Il comprend que Morpheus n'attend plus une action spectaculaire. Il attend une erreur, un faux pas, un geste dicté par la peur plutôt que par la raison. Et Patrick sait qu'il n'a jamais été aussi proche de tomber dans le piège. Le jeu est désormais à son point critique. Et quoi qu'il décide, quelqu'un en paiera le prix. Le silence de la nuit n'apaise plus Patrick. Il est devenu suspect, presque hostile. Chaque bruit dans l'appartement lui semble amplifié, chaque vibration du téléphone déclenche une montée d'adrénaline immédiate. Il vit désormais dans l'attente du prochain message, convaincu que Morpheus ne frappera plus au hasard, mais au moment le plus fragile. Au petit matin, Patrick prend une décision lourde de sens, il isole partiellement l'enquête. Il réduit le nombre de personnes informées des messages, limite les échanges, cloisonne. Ce choix, qu'il justifie par la nécessité de discrétion, cache en réalité une peur plus intime, celle que Morpheus soit plus proche qu'il ne l'imagine. Trop proche pour être combattu frontalement sans risque. Morgane perçoit immédiatement ce changement. Elle se heurte à des silences inhabituels, à des réponses évasives. Elle comprend que Patrick ne joue plus totalement collectif. Cela la trouble. Elle hésite entre la loyauté hiérarchique et l'intuition professionnelle qui lui crie que l'isolement est une erreur. Idriss partage son malaise. Tous deux sentent que l'affaire glisse lentement hors de contrôle. Noémie, de son côté, ne supporte plus cette atmosphère de soupçon permanent. Elle décide de reprendre une partie de son travail à partir de souvenirs, de notes éparses, de fichiers sauvegardés sur des supports secondaires. Cette reconstruction est douloureuse, mais aussi révélatrice. Elle se rend compte que certains chapitres de son mémoire abordaient précisément des profils manipulateurs cherchant à provoquer des dilemmes moraux chez leurs cibles. Elle frissonne en réalisant que Morpheus semble appliquer à la lettre ses schémas théoriques. Cette prise de conscience la pousse à confronter Patrick une nouvelle fois. Elle lui parle de ses recherches, de ce qu'elle sait, de ce qu'elle devine. Elle lui explique que Morpheus ne veut pas seulement faire peur, mais provoquer une fracture, l'amener à trahir ses propres valeurs. Patrick écoute, mais son visage reste fermé. Il sait qu'elle a raison. Et c'est précisément ce qui l'effraie. La discussion dégénère. Noémie lui reproche son manque de transparence, son attitude paternaliste. Patrick, à bout, laisse échapper une phrase qu'il regrette aussitôt, laissant entendre qu'il ne peut plus être sûr de rien. Le regard de Noémie se voile. Cette blessure-là est plus profonde que toutes les autres. Elle comprend que Morpheus a déjà gagné une bataille essentielle, semer la défiance. Pendant ce temps, Jean-Paul tente maladroitement de réparer ses erreurs avec Lucie. Il s'excuse, reconnaît ses peurs, mais les mots arrivent trop tard. Lucie écoute, distante. Elle ne lui fait pas de scène, ce qui est pire encore. Jean-Paul réalise qu'il est en train de perdre le lien qu'il croyait indestructible. Cette prise de conscience l'ébranle profondément. Chez Ariane, la tension atteint un nouveau seuil. Une visite de contrôle révèle que le repos n'est plus une option, mais une obligation stricte. Ariane encaisse la nouvelle avec difficulté. Elle déteste l'idée de dépendre des autres, de ralentir. Zoé, elle, se montre étonnamment mature, prenant sur elle une responsabilité qui la dépasse. Cette inversion des rôles inquiète Ariane plus que la fatigue elle-même. En fin de journée, Patrick reçoit ce qu'il redoutait. Un message plus long, plus précis. Morpheus ne se cache plus derrière des sous-entendus. Il évoque des scènes de la vie quotidienne de Patrick, des détails intimes, des horaires, des habitudes. La démonstration est claire, il observe depuis longtemps. Trop longtemps. Le message se termine par une phrase qui glace le sang. Tu peux encore limiter les dégâts. Mais pour ça, tu dois accepter de perdre quelque chose. Patrick reste immobile, le téléphone à la main. Il comprend enfin l'ampleur du piège.
Morpheus ne cherche pas la destruction immédiate, mais une lente désagrégation. Un sacrifice choisi, qui marquera Patrick à jamais. Il regarde autour de lui, pense à ses enfants, à Noémie, à son métier, à ce qu'il est devenu. Il sait que le prochain choix ne sera pas théorique. Il sera concret, et irréversible. La question n'est plus de savoir s'il y aura une victime. La question est, laquelle? La nuit tombe sur Marseille avec une lourdeur inhabituelle, comme si la ville entière pressentait que quelque chose vient de basculer. Patrick reste longtemps assis dans le salon, le téléphone éteint dans la main. Le dernier message de Morpheus a laissé une marque invisible, mais profonde. Accepter de perdre quelque chose. Ces mots l'obsèdent. Il comprend que le piège n'est pas seulement extérieur, mais intérieur. Morpheus n'impose rien par la force, il pousse à l'abandon, à la renonciation, à la fracture volontaire. Noémie, de son côté, range lentement quelques affaires. Ses gestes sont précis, presque trop calmes. Elle ne fuit pas, mais elle prend de la distance. La discussion de plus tôt a laissé des dégâts qu'aucune excuse immédiate ne pourra réparer. Elle se sent trahie dans ce qu'elle a de plus fondamental, la confiance. Pour elle, le danger n'est plus seulement Morpheus, mais le regard que Patrick porte désormais sur elle, chargé de doutes qu'il ne parvient plus à masquer. Lorsqu'ils se retrouvent face à face, l'échange est bref, presque formel. Noémie explique qu'elle préfère rentrer chez elle pour quelques jours, le temps d'y voir plus clair. Patrick ne proteste pas. Il comprend que s'y opposer serait une erreur supplémentaire. Il la regarde partir, conscient que ce départ, même temporaire, est déjà une victoire pour Morpheus. Au commissariat, Morgan apprend la nouvelle avec inquiétude. Elle devine que la situation a dépassé un seuil critique. Patrick, habituellement si solide, semble usé, comme vidé. Il donne des consignes claires, presque mécaniques, mais son regard trahit une fatigue profonde. Idriss partage ce sentiment. Ils ont affaire à un adversaire qui n'a laissé aucune trace matérielle, mais qui a déjà provoqué des dégâts humains considérables. Jean-Paul, lui, observe le silence inhabituel de Lucie. Elle ne se rebelle pas, ne provoque pas. Elle se replie. Cette absence de conflit lui fait plus peur que n'importe quelle crise. Il comprend qu'il a laissé la peur guider ses réactions, et que cela a fissuré quelque chose de précieux. Pour la première fois, il se demande s'il saura réparer. Chez Ariane, la soirée est calme, presque trop. Zoé s'est endormie sur le canapé, épuisée par les émotions accumulées. Ariane la regarde longuement, consciente que cette grossesse a déjà changé leur équilibre. Elle sent que le temps à venir exigera d'elle un abandon partiel de son indépendance, une forme de vulnérabilité qu'elle redoute autant qu'elle l'accepte. De retour chez lui, Patrick reçoit un dernier message. Aucun avertissement, aucun ultimatum, juste une phrase, presque neutre. Tu as choisi. Le reste viendra. Patrick ne répond pas. Il sait que répondre serait prolonger le jeu. Mais il comprend aussi que Morpheus ne disparaîtra pas. Il s'est immiscé dans les failles, a mis en lumière les peurs, les doutes, les fragilités. Et même sans agir davantage, il a déjà transformé les relations, modifié les trajectoires. Patrick se lève, va vérifier que Raphaël et Aurore dorment paisiblement. Il les regarde longtemps, comme s'il voulait graver cette image dans sa mémoire. Il sait désormais que protéger ne signifie pas tout contrôler. Mais il sait aussi que certaines menaces ne s'arrêtent jamais vraiment. L'épisode se referme sur cette certitude glaçante. Morpheus a semé la panique sans jamais se montrer. Et tant que son identité restera inconnue, personne ne pourra affirmer être réellement à l'abri.